du siècle. En fait, aujourd'hui, on demande, en tout cas moi c'est comme ça, on a l'impression qu'on doit être bon partout, on doit être un bon amant. Un bon amant, ça veut dire attentif, à l'écoute. Il faut savoir parler, mais il faut savoir se taire. Mais il faut savoir montrer ses émotions, mais pas trop parce qu'il faut laisser de la place à l'autre. Il faut être respectueux, mais de temps en temps, il faut être un peu bousculant quand même. Il faut être, en plus pour un mec, il faut être viril, mais tendre. Il faut être sportif, mais pas trop en faire, parce que quand même, sinon on va Faut se que dire tu aies du qu'il y temps a... pour la famille. Ouais. faut avoir du temps pour la famille, il faut avoir du temps pour les amis, il faut prendre du temps pour soi. Bah ouais, mais là, il n'y a plus le temps, tu vois. Le mal du siècle. L'homme est-il conditionné dès l'enfance à ce qu'il va devenir ? Soit parfait, soit fort. Toutes ces injonctions qu'il entend depuis qu'il est petit. Est-ce que l'on peut assimiler ces injonctions à une forme d'hypnose, de suggestion ? À l'âge adulte, l'homme est-il préparé à être un bon père ? Qu'est-ce que finalement être un bon père ? C'est ce que nous allons voir au cours de cet épisode, mêlant théorie et science, avec notre invité dans Le mal du siècle. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Bonjour Jonathan, Bonjour. tu vas bien ? Oui, ça va très bien. Bon, Et toi ? très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast du mal du siècle. Génial. Rien que le titre, j'adore. Rien que le titre t'adore. Bon, super. Je t'ai fait écouter en plus le jingle. Donc, je sais que c'est quelque chose qui va te plaire et qui va parler justement à beaucoup de personnes. Avec toi, on va avoir une approche très particulière. Tu fais partie de mes collections capsules où on va pouvoir justement aborder ce sujet avec un angle qui est totalement différent. Alors, tu as fait des études de STAPS, d'abord à Paris 5, puis en licence EM à Grenoble. Tu as choisi au début d'être éducateur sportif. Tu avais toujours un intérêt sur le mental. C'est quelque chose qui t'attirait déjà dès ton plus jeune âge. Tu pensais devenir professeur de PS. Tu as bifurqué sur la montagne, voulant devenir guide. Tu as eu quelques accidents qui ont fait que tu t'es dirigé vers tes premiers amours. Le mental et puis l'hypnose. D'ailleurs, ta tante pratiquait l'hypnose à l'hôpital. Elle faisait quoi ta tante ? Elle était anesthésiste à l'hôpital de Montpellier. Tu t'es formé chez nos amis anglo-saxons. Précurseur entre l'hypnose et le sport. Tu avais envie justement de faire ce parallèle entre l'hypnose et le sport. En 2011, tu te lances en France, alors que ça existait déjà depuis les années 70 aux USA. Depuis 2012, tu es coach mental dans de nombreux sports, natation, squash, tennis, ski, athlétisme et tout en haut niveau. Tu interviens en cabinet aussi en hypnose d'accompagnement et auprès de plusieurs sportifs. Et tu as publié en 2018 Auto-hypnose et performance sportive, qui s'est déjà vendu à plus de 15 000 exemplaires. Donc, parallèlement, tu proposes en tant que tu es directeur de l'Institut de la préparation mentale, IPM Sport. Oui. Tu interviens autour de fédérations, de clubs, mais aussi dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Tu es aussi l'auteur de L'incontournable de l'auto-hypnose, publié en 2022. Et tu es aussi directeur à l'Arche. Alors, je ne suis pas directeur de l'Arche, mais Ouais. j'interviens à l'Arche et je fais partie de l'équipe pédagogique depuis 2012. L'Arche qui est un incontournable aussi en hypnose aujourd'hui. Ouais, Kevin Finel a monté ça il y a 25 ans maintenant et c'est clairement l'école d'hypnose en Europe qui est la plus grande, ouais. Tu as un rôle que tu avais déjà, mais tu as de nouveau depuis quelques mois de papa. Donc en plus d'être l'homme, l'entrepreneur, tu remets ça de nouveau sur le fait d'être de nouveau pour une deuxième fois papa dans la vie. Et aujourd'hui, tu vis de ta passion, on pourrait dire ça ? Ouais. En fait, dans ce que tu as présenté, je me disais, tiens, c'est marrant, ça. J'écoutais comme si tu présentais quelqu'un que je connaissais pas. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui aime beaucoup de choses. Donc, oui, est-ce que je vis de ma passion ? Je pense que mes passions me font vivre, plus que je vis de ma passion. Mais oui, globalement, j'aime ce que je fais. Alors justement, quelles sont les difficultés qu'un homme pourrait rencontrer aujourd'hui en 2023 ? Ce que tu observes aujourd'hui peut-être même chez les sportifs que tu peux accompagner sur les différents rôles qu'ils peuvent avoir aujourd'hui ? Alors, j'ai plusieurs éléments de réponse. Et puis peut-être qu'en les énumérant, ça va nous donner des pistes. Les difficultés qu'il y a à être un homme aujourd'hui, ça répond pas. Déjà, je sais que je réponds pas complètement à ta question, hein. Bien souvent, ce qu'on voit, en tout cas dans les accompagnements que je fais, c'est qu'il y a cette impression qu'il faut faire quelque chose pour être quelqu'un. Par exemple, un sportif va avoir l'impression que pour être un homme accompli,
il faut qu'il ait telle ou telle médaille. C'est un leurre, c'est-à-dire que c'est confondre qui je suis et ce que je fais. Aujourd'hui, être un homme, c'est un peu problématique dans le sens où on se retrouve avec beaucoup de choses qu'on a l'illusion de devoir faire pour pouvoir être, tu le dis très bien dans ton intro, tu vois, c'est il faut avoir un super CA ou il faut avoir des enfants qui font de grandes études. Et du coup, ça voudra dire que on a bien, voilà, que en tant qu'homme, peut-être en tant que femme aussi, hein, mais en tant qu'humain, on est accompli. Là où je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains ou des données humains ou des mérités humains, on est des êtres humains. Donc à partir du moment où on est déjà en train de répondre à ce que ça veut dire que être un homme. Maintenant, être un homme aujourd'hui en 2023, ça me semble être une question intéressante parce qu'il y a beaucoup de certitudes là-dessus. Et moi, ce que j'aime, c'est avoir des doutes. Je préfère largement avoir des doutes qu'avoir des opinions arrêtées. Le jour où je n'aurai plus de doute, en fait, c'est là où je devrais m'inquiéter. Et en tout cas, moi, c'est Ouais, c'est ta façon c'est mon de... avis. Et peut-être que je pourrais douter même de cet avis-là, mais il y a trop de certitudes aujourd'hui. Pour être un homme, faut être, je sais pas moi, baraque. Et dès qu'en fait, moi, j'entends ces convictions, ces opinions, je passe pas mal de temps à me dire, et sinon quoi? Et s'il y avait pas ça, alors quoi? Donc c'est ça pour moi, être un homme, c'est se poser des questions et se dire que être à l'aise avec le fait de se poser des questions et c'est pas grave de se poser des questions. Souvent, on confond se poser des questions et être remis en question. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut être remis en question uniquement si on a des opinions. On ne peut pas être mis en question parce qu'on se pose des questions. Aujourd'hui, il y a trop de réponses un peu réduites, un peu préformatées. Et je pense qu'aujourd'hui, les hommes se remettent en question certaines opinions. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y a un doute, il y a un truc qui fait attends, j'ai un doute, on met tout sur pause. Et si en tant que papa, ou si en tant qu'homme, et si en tant qu'amant, on fonctionnait différemment. Et on est un peu dans cette mouvance-là. Donc être un homme, pour moi, c'est se poser des questions, avancer, avoir des doutes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes, et être à l'aise avec, le plus possible à l'aise avec ces doutes. Comment tu accompagnes justement les sportifs aujourd'hui dans ces doutes qu'ils peuvent avoir? Et qu'autant aux femmes qu'aux hommes que tu accompagnes, Ouais, hein, bien mais sûr. Déjà, c'est normal. En fait, déculpabiliser. la déculpabilisation. Ouais, Ok. énormément de déculpabilisation. Mhm. À l'école, on nous apprend qu'il faut pas avoir de doute. On est là, on est face à un problème et on doit trouver une solution. On ne peut pas être face à un problème et faire écrire thèse, antithèse, synthèse, puis dans la synthèse écrire. Mais maintenant, j'ai un petit doute par rapport à tout ce que j'ai écrit. Pourtant, je trouverais que ça serait génial de faire ça. Donc déjà, être à l'aise avec les doutes. Mais en fait, le doute, la seule réponse qu'il peut avoir en face, c'est l'action. Un homme aurait du mal à vivre ses émotions. Et il a des doutes sur est-ce que je dois les vivre, est-ce que je dois pas les vivre. Ben, le mieux à faire, en fait, finalement, c'est d'agir. C'est laisse-les sortir, puis vois comment ça se passe. Mais tu vois, genre, les laisser sortir, c'est ce que je préconise aussi, mais on leur a pas. Alors, si on focus sur les hommes, mais ça pourrait s'appliquer aussi aux femmes, mais surtout sur les hommes, par exemple, tu vois, je mets deux enfants qui pleurent, naturellement, un petit garçon et une petite fille, naturellement, je vais aller vers la petite fille. Parce que c'est instinctif, on considère que l'homme sera plus fort finalement. L'homme soit fort. Il faut que je sois fort dès le début et dès l'enfance. Mhm. C'est un schéma inconscient finalement. Alors, je vais pas partir sur l'inconscient, subconscient, etc. Mais en tout cas, c'est un schéma qu'on nous a donné dès l'enfance. Mhm. Je sais qu'aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir avoir accès à des chercheurs qui vont justement étudier l'hypnose, la visualisation. Déjà, est-ce que tu pourrais nous faire un distinguo entre l'hypnose, la visualisation? Parce que moi, je pars du principe aujourd'hui, mais c'est ma vérité, mais toi, tu as la vérité scientifique, sur le fait que mon cerveau ne fait pas la différence entre ce que j'imagine Mhm. et ce qui est réel. Est-ce que tu peux nous donner justement voilà, des précisions là-dessus? Ouais. Alors nous, on a un centre de recherche en lien entre IPM que je dirige et l'Arche que dirige Kevin Finel, où il y a 5 chercheurs qui cherchent. Ce qui est assez génial, c'est que du coup, on peut aller les voir, leur dire bon, il y a ça qui est dit. Qu'en pensez-vous? On revient dans 2 semaines. 2 semaines après, ils arrivent, ils nous disent bon, ok, voilà ce qui est valable, voilà ce qui est possible de dire, voilà ce qui est complètement faux. Alors, concernant le distinguo entre la visualisation, l'hypnose et puis l'imagerie mentale, par exemple, en fait, la visualisation va allumer les aires visuelles. C'est vraiment
aussi simple que ça. Là où Derrière le en cerveau. fait, ouais. Mhm. Alors que l'imagerie mentale, en fait, si on enlève le mot imagerie, mais qu'on parle plutôt de représentation mentale, là, on pourra tout à fait s'intéresser aux odeurs et on verra la zone qui gère la mémoire olfactive, par exemple, s'allumer également. Donc, on sera plus uniquement dans de la visualisation, juste avec les aires cérébrales visuelles, mais plutôt avec un ensemble. Maintenant, si je rajoute de la motricité, si quelqu'un est en train de se voir faire quelque chose, se voir courir, nager, et ainsi de suite, eh ben, on va activer aussi les aires motrices. Néanmoins, tu sais, souvent, effectivement, on dit que le cerveau fait pas la distinction entre l'imaginaire et le réel. En fait, il le fait. On a ce fusible, par exemple, si je m'imagine courir, je vais pas me mettre à courir. Les chiens l'ont moins, apparemment. Tu sais, quand un chien, quand qu'il court, et ben, il court, même s'il est allongé, comme ça. Il y a personne qui court réellement. Il y a ce fusible qui fait, c'est un rêve, tu vois, ou c'est de l'imagination. Bien Alors, sûr. ce qui veut dire que si là, par exemple, j'imaginais que il y a un dinosaure qui rentre dans cette pièce, je vais pouvoir l'imaginer. Peut-être que si je l'imagine vraiment fort, un peu effrayant et tout, je vais avoir mon taux de cortisol qui va monter, donc l'hormone du stress. Mais en même temps, il y a quand même une partie de moi qui va dire non. C'est pour ça qu'on peut rester au cinéma, en fait. Sinon, vraiment, si l'imaginaire et la réalité se confondaient, il n'y a personne qui resterait dans une salle de cinéma dans un film comme Jurassic Park, par exemple. Donc on a quand même ce que certains appellent l'ego observer qui dit c'est pas vrai, là, il n'y a pas un requin. Mais je peux quand même l'imaginer, où il n'y a pas une araignée dans la main. Mais par contre, la première réaction, celle qui nous fait croire que le cerveau ne fait pas la distinction entre imaginaire et réalité, c'est parce qu'en fait, entre les deux, il y a une réaction émotionnelle. Ce que Et j'allais après dire, ouais, il y a vient la l'émotion. réaction un peu logique. C'est ça. Par exemple, moi, ce que je montre par rapport à ça, c'est, je sais pas si toi, tu as peur des araignées. Ouais, oui. J'ai vu la respiration Je l'ai monter vu comme en ça. fait. En fait, j'ai vu l'araignée. Mais bon, attends. Tu as la réaction émotionnelle. C'est ça. D'abord, et puis après, il y a quand même une partie de ton cerveau qui fait là, il n'y a pas, tu vois. Maintenant, si je pousse le truc un peu plus loin et que je te dis, tu vois, dans cette main que tu m'as vu fermer, en fait, moi, je me balade toujours avec une petite araignée. En plus de ça, on parlait tout à l'heure de la jungle et tout en Équateur. Et en fait, je l'ai ramenée d'Équateur. Elle s'appelle Inès. Je l'ai appelée comme ça. Et elle est dans ma main. Plein de pattes. Elle est très velue, mais en même temps, elle est très mignonne et tout. Et que je l'approche et que je te dis, tiens, je peux ouvrir la main comme ça, je te la montre. Il y a de grandes chances pour que toi, tu fasses. Il n'y a rien, je le sais, je le vois depuis tout à l'heure. Mais il y a quand même une zone d'inconfort émotionnel. Mais là, tu m'as fait des suggestions. Alors, c'est pas que des suggestions. En fait, alors là, c'est un autre débat. Qu'est-ce qui n'est pas suggestion? Tous les mots qu'on utilise sont des suggestions. Mais il n'y aura pas de suggestion plus forte que celle que toi, tu peux te faire. Par exemple, si toi, tu te dis, il y a une araignée, et s'il ouvre la main, elle me saute au visage, tu vas avoir une réaction émotionnelle. Mais avant ça, et juste après, il va y avoir une autre partie de ton cerveau, plutôt branché cortex, néocortex, qui va dire c'est pas possible que le mec vienne s'enregistrer un podcast, tu vois, avec une araignée qui s'appelle Inès. C'est mon cortex préfrontal à ce moment-là qui est en capacité de rationaliser ce qui est en train de se passer. Oui. Et qui te dit non, mais je sais ce qui se passe. Sauf pour les personnes qui ont des phobies ou alors des peurs. La mécanique de la phobie, c'est que la zone émotionnelle de l'amygdale va tellement s'enflammer, tellement stimuler, que du coup, le cortex préfrontal et son action analytique vont pas pouvoir tamponner. Donc la mécanique qui est là, c'est juste, il y a toujours le préfrontal qui fonctionne, qui est capable de dire, non mais je sais que dans cet ascenseur ou qu'une petite araignée va rien me faire. Donc il y aura quand même ce discours-là. L'hypnose aujourd'hui est un terme qui mérite d'être défini. Il va y avoir l'hypnose en dentisterie, l'hypnose en anesthésie, l'hypnose pour les sportifs, l'hypnose pour l'auto-hypnose. Donc en soi, c'est déjà une discipline. Et plein de personnes étudient la discipline sans pour autant faire de l'hypnose. D'autres, lorsqu'ils parlent d'hypnose, vont parler de l'état d'hypnose. Et l'état d'hypnose, donc effectivement, l'état modifié de conscience, qui rentre dans la grande catégorie des états modifiés de conscience, mais comme la pleine conscience, comme la méditation, comme le rebirth, comme les respirations holotropiques, comme le breathwork, par exemple. Effectivement, tout cela crée des états modifiés de conscience. Un état, par nature, ça se modifie. Donc, état modifié, ça veut rien dire. Je veux dire, mon état, je me lève le matin, je suis dans un état, naturellement, il va se modifier. Je prends un café, il s'est remodifié. Donc, état modifié, c'est l'équivalent de monter en haut, quoi. État modifié de la conscience. La conscience, aujourd'hui, on cherche ce que c'est, moins on trouve. En tout cas, plus on se rend compte de tout ce que ça n'était pas. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en état de mort clinique
et qui, parce qu'ils sont en train d'être réanimés, reviennent au bout de quelques minutes et sont capables de raconter ce qui s'est passé en leur absence. Ouais. Donc on voit bien que la conscience, finalement, elle est peut-être même pas dans le cerveau, puisque le cerveau donnait plus aucune impulse. Donc ça soulève plein de questions. Autrement dit, état modifié, ça veut rien dire, et conscience, on ne sait pas de quoi on parle. Donc tous ces états, en gros, si on devait un peu les formuler, c'est des états dans lesquels on commence à questionner notre subjectivité, notre réalité, pardon, en nous appuyant sur notre subjectivité. Si par exemple, pendant quelques instants, je ferme les yeux, ou je garde les yeux ouverts même, mais que je m'imagine plus avec toi, mais que je m'imagine sur une plage et que j'imagine le bruit des vagues, naturellement, je vais me retrouver à être en train de modifier mon état. Je vais plus être dans le même état que quand je suis en train de parler avec toi. Exact. Donc, en soi, il y a déjà un état modifié de conscience. De là à dire que c'est de l'hypnose, il n'y a qu'un pas. Mais auquel cas, on pourrait dire que tout état modifié de conscience est hypnose et on rentrerait dans une bataille de techniques où les méditants diraient bah non, ça c'est de la méditation. Puis les autres, bah non, ça c'est. Je pense que c'est dans tous les cas, c'est toutes des états modifiés. Certains vont par contre pouvoir être créés ou de façon En fait. Oui. autonome ou d'autres de façon Ouais. hétéro-hypnose, accompagnée. Et là, va arriver l'autre dominante de l'hypnose, c'est l'aspect technique de l'hypnose. L'hypnose est une technique et on peut être très bon techniquement pour faire de l'hypnose. Par exemple, les avocats, les acteurs sont d'excellents techniciens hypnotiques, dans le sens où ils arrivent à utiliser des techniques linguistiques, voilà, qui nous permettent d'avoir un cheminement de pensée, de les suivre, de rendre logique certaines choses qui peuvent ne pas l'être au début. Mais ce sont même de bien meilleurs hypnotiseurs que bien des hypnotiseurs. Ils utilisent des techniques d'hypnose sans pour autant créer l'état. Les parents sont de très bons hypnotiseurs. Par exemple, la technique du double lien, qui est la technique du choix illusoire, quoi. Est-ce que tu veux te brosser les dents tout de suite ou d'abord aller mettre ton pyjama? Est-ce que c'est de l'hypnose? Non. Est-ce que c'est une technique d'hypnose? Oui. Est-ce que la personne, l'enfant, a vraiment le choix? Non. Mais c'est la même chose, les vendeurs, hein. Est-ce qu'on signe le contrat tout de suite ou est-ce qu'on prend un petit café avant? C'est la même chose. C'est une technique, en fait, de manipulation qui a pour but de faire quelque chose à la personne à laquelle, pas qu'elle forcément qu'elle veut pas, mais à laquelle elle n'avait pas pensé avant. Oui, et tu lui fais une suggestion là qui est d'une certaine façon imposée, mais en lui laissant croire qu'elle a le choix. Ouais, en fait, la suggestion n'est pas forcément imposée, mais en tout cas, tu as fait ce qu'on appelle du seeding, c'est-à-dire que tu as planté une graine. C'est-à-dire que tu as une suggestion, c'est, nous dit Bernheim, donc Bernheim qui était un des élèves de Freud et puis ensuite collaborateur de Freud, et c'est lui qui a créé le mot psychothérapie, qui pratiquait l'hypnose. Quand Freud lui aussi pratiquait l'hypnose, puis après Freud a créé la psychanalyse, c'est Bernheim qui créait le mot psychothérapie et qui pratiquait l'hypnose et qui disait une suggestion, c'est une idée qui se transforme en acte. Donc si par exemple, je te dis, est-ce que tu veux te lever? Et puis que tu te lèves, c'est une suggestion. Bon, on passe notre temps à faire ça. Tu vois. Si ma belle-mère me dit, il fait pas un peu froid? Et que je me lève et que je vais fermer la fenêtre, elle m'a fait une suggestion. Et donc à quel moment on peut parler d'hypnose? En fait, à partir du moment où cette suggestion a pour vocation de modifier l'état de conscience. Et là, on croise les deux définitions. C'est-à-dire que si je fais des suggestions à visée de transformation d'état modifié de conscience, à ce moment-là, on va pouvoir parler d'hypnose. Et justement, par rapport aux enfants, si j'en reviens, c'est pour ça que je t'ai posé ces questions-là, pour qu'on puisse justement l'amener sur l'enfance, et tu l'as amené tout naturellement d'ailleurs, sur le fait que est-ce qu'un garçon, justement, est-ce qu'on le conditionne finalement dès l'enfance sur les drivers dont on parle, le soit fort, le soit parfait, qui peut être aussi sur tous les enfants, mais il y a quand même une prédominance du soit fort quand même chez l'homme. Est-ce que pour toi, dans ta vision des choses, l'homme est conditionné dès petit à ces injonctions et finalement une forme, j'ai pas envie d'utiliser le mot hypnose, mais de suggestion qui ferait que grandit à partir de toutes ces suggestions qui sont héritées, on va le dire, de la période patriarcale qui est encore assez présente, mais qui était très présente à une époque. Et tu fais partie de cette génération et moi aussi, où nos parents étaient complètement imprégnés là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ta vision des choses et avec ta perception technique de l'hypnose aussi? Aujourd'hui, on sait qu'il y a des stades dans le développement de l'enfant. On a un auteur génial en France qui a bossé là-dessus, qui s'appelle Piaget. Et Piaget, il a parlé des stades de développement de l'enfant, et avec des développements moteurs et des développements psychologiques. Pour faire court, en gros, parce que souvent on dit, il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'enfance, oui, mais quand et lesquelles?
Par exemple, aujourd'hui, on sait que entre 2 et 7 ans commence le socle de l'estime de soi. Ensuite, entre 7 et 11 commence à peine la confiance. Donc, par exemple, la distinction entre les deux est très importante. Je prends quelques instants pour en parler parce que bien des personnes disent qu'ils ont des problèmes d'estime d'eux alors qu'en fait ils ont des problèmes de confiance. Et d'autres, bien des personnes aussi, disent qu'ils ont des problèmes de confiance en eux alors que c'est plutôt de l'estime. La distinction entre les deux, c'est la confiance, c'est ce que je sais que je suis capable de faire parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. L'estime, c'est ce que je sais que je suis. La en valeur fait. que je me donne. La valeur que je me donne, mais aussi la valeur qui s'est construite parce que c'est celle qu'on m'a donnée. Un enfant de 2 ans qui parle à peine, commence ses premiers mots, ça va être, bien sûr qu'il ne se dit pas « je m'estime moi », mais c'est « tiens, je suis estimé par les autres, donc j'ai de la valeur ». C'est il est dit, alors après, je le pense aussi, c'est qu'un enfant ne fait pas le distinguo entre mes parents ont capacité de ne pas m'aimer. Et donc finalement, si je ne fais pas ce qu'ils me disent, du coup, ils ne vont pas m'aimer. Mais si je fais ce qu'ils me disent, alors je vais être aimé Ouais, ça arrive un peu et plus tard. validé. Ouais, Ça, c'est plutôt à quel âge? c'est plutôt vers 5 ans, ça. D'accord. Ce truc d'être parfait. Et Et de 2 en ans? plus de ça a été un peu quand même, ça a été un peu étudié et ça dépend de la place dans la fratrie, par Fratrie. exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le petit dernier, il fait bon, en fait, tous ceux-là, ils ont dû faire des bêtises, ils sont quand même aimés. Moi, je suis le dernier, je fais ce que je veux, on m'aimera quand même. Tu vois. Ouais. C'est un truc d'aîné, ça, ce que tu m'as décrit. Oui, oui, je vois. Au début, l'estime, ça va être de se dire, bah tiens, je suis estimé, donc mon estime va grandir. Et après, ça va être dans les premiers déplacements, bah tiens, je lâche le canapé pour marcher tout seul. Évidemment que l'enfant, il se dit pas, j'ai confiance, je peux marcher. Pas du tout. Il s'estime être capable d'aller de là à là. Et puis, s'il tombe, de se relever puis de recommencer. Donc ça, c'est l'estime. L'estime, c'est le mât du drapeau. C'est pas le truc qu'on regarde, en fait. Quand on regarde un drapeau qui flotte dans le vent, il y a personne qui regarde le mât. Les gens regardent le drapeau. Mais pourtant, sans le mât, le drapeau, il tient pas. Donc ça, c'est le mât. Si le mât, il est solide, pas de problème. Et après vient le drapeau, plus tard, la confiance. Et la confiance, ça, c'est Albert Bandura qui a beaucoup développé là-dessus. C'est le plus grand psychologue sur la confiance qu'on ait à l'heure actuelle. Et la confiance, elle se base sur 4 principes. C'est le nombre de répétitions. Donc, je peux pas avoir confiance dans quelque chose que je n'ai jamais fait. Ça, c'est peine perdue. Se dire, jamais parler en public, puis je veux avoir confiance. Non, c'est mort. C'est mort. Tu peux t'estimer être capable de ne pas mourir si tu vas parler en public. Ça, c'est déjà pas mal. Tu peux t'estimer être capable de t'en remettre si ça se passe pas bien correctement. Mais par contre, avoir confiance d'un truc que tu n'as jamais fait, ça n'a pas de bon sens. Psychologiquement, c'est pas possible. Donc, il faut avoir un certain nombre de répétitions pour pouvoir avoir confiance. Et tant mieux, parce que sinon, ça nous donnerait des pilotes, par exemple, qui prendraient les manettes dans un avion en disant « J'ai jamais piloté, mais j'ai confiance ». Je Et vais y ça, arriver. quelqu'un qui a confiance avant d'avoir fait, c'est souvent un danger, c'est mal vu. Il faut du nombre de répétitions, il faut des encouragements de personnes à qui on donne du crédit. Donc il faut avoir été encouragé par les bonnes personnes. Et il faut ça veut dire qu'il faut avoir été en mesure de cibler les bonnes personnes de qui on attend ces encouragements-là. Donc aujourd'hui, par exemple, ça soulève une autre question pour développer la confiance, hein, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde peut donner son avis à tout point de vue. Donc si, je sais pas moi, demain je réalise une baguette et que une baguette de pain et que sur mes réseaux sociaux, il y a plein de gens qui me disent c'est super, continue et tout, ben je n'aurai pas la même confiance en moi que si c'est Thierry Marx qui d'un seul coup me dit Jonathan, continue la baguette de pain, super. Parce que pas le même niveau d'expertise de la part de la personne qui va me donner le feedback. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué de savoir où sont les personnes à qui je donne du crédit. En Oui. fait, puisque tout le monde peut donner son point de vue. C'est vrai. Il faut arriver à faire, bah attends, c'est pas parce que tout le monde donne son point de vue que tous les points de vue doivent me toucher, parce que sinon ma confiance, le drapeau va être en permanence chahuté, des fois en berne, des fois monté, des fois valdingué. Ouais, mais ça, c'est ce qui est de plus en plus problématique, notamment pour les hommes à qui on demande d'une certaine façon une réussite. Alors, pas que les hommes, hein, je nuancerai là-dessus, mais particulièrement malgré tout, sur le fait qu'il y a cet héritage de l'homme qui doit réussir. Il y a encore ce poids peut-être inconscient sur le fait que parce que je suis un homme, il faut que je réussisse et que si je ne réussis pas, ben, je ne vaux rien en fait. Ben, il faut la médaille, sinon je suis personne. Si je réussis,
je suis quelqu'un. Si j'y arrive pas, je suis personne. Ça revient à dire qu'on a encore besoin de réaliser quelque chose pour pouvoir être quelqu'un. Alors qu'en fait, on est quelqu'un à partir du moment où on prend notre première respiration, le jour de notre naissance. Est-ce que toi, tu l'as ressenti sur le fait que par rapport à tes parents, ou même peut-être un peu plus par rapport à ton père, sur ce besoin de réussite par rapport au regard de tes parents ou de la société? Est-ce que je l'ai ressenti? Je l'ai plus ressenti de la part de ma mère, qui a pris un rôle de mère-père en même temps, parce que mon père était très souvent en voyage. Il est spécialiste de la zone Afrique et Corne de l'Arabie, Corne de l'Afrique et puis Moyen-Orient. Du coup, très souvent, des fois, on pouvait partir avec lui en voyage, mais du coup, on a plutôt été, dans la petite enfance, plutôt élevés par notre mère, mon frère et moi. Gros parcours, ma mère, professeure en classe préparatoire, au lycée Fénelon, du coup le top de la prépa en France. Il fallait vraiment qu'on soit dans les 3 premiers de la classe, quoi. C'était, si on amenait le bulletin et qu'on était 4e, ça n'allait pas. En tout cas, ça n'allait pas pour moi, parce que mon frère a assez vite compris qu'il pouvait être dernier de la classe et qu'il aurait quand même des cadeaux à Noël. Lui, c'était combien dans la fratrie? C'est le 2, on est 2. D'accord. Donc, Toi, t'étais le premier. donc c'est le 2e, moi je suis l'aîné. D'accord. Mon père m'a appris un truc assez génial. Il m'a appris à être libre et il m'a appris que partir voulait pas dire quitter. Donc ça, c'était assez génial, puisque j'avais un papa, moi, qui partait pendant 8 mois, et puis qui revenait, et puis il nous aimait toujours pareil, puis nous, on pouvait l'aimer aussi toujours pareil. Et par rapport à ta maman, ce que tu m'as dit juste avant sur le fait qu'il fallait que je ramène une bonne note. Parce Ah que oui, si il fallait tu ramener ramenais... des bonnes notes. Parce Ouais. que si tu ramènes pas une bonne note, alors qu'est-ce que tu ressentais? T'avais peur de quoi? Ah, mais j'avais honte. C'était la honte. Et la honte, elle ne peut fonctionner que parce qu'il y a regard de l'autre. Est-ce que quand tu y repenses, ça, émotionnellement, tu ressens un petit truc ou pas du tout? Non, parce que depuis, je suis devenu hypnotiseur. Et du coup, comment dire, j'ai travaillé dessus, ou en tout cas, j'ai bien compris que j'allais pas rentrer dans les attentes. Mais tu vois, finalement, qu'est-ce que je fais? Je suis prof, un peu comme ma mère encore. Je suis prof de prépa mentale, prof d'hypnose, tu vois. Finalement, je suis pas si éloigné. Dans mon parcours, on n'a pas eu, nous, ce genre d'injonction. En tout cas, il a fallu s'en libérer, c'est sûr, hein. Mais pour revenir à ta question de tout à l'heure, qui était comment ça se passe, ben, si au moment où on a, tu vois, ce socle d'estime qui se construit et qu'on entend des phrases genre bah, c'est bien que tu aies réussi ce Pulse, mais c'est ton niveau. Tu devrais, tu vois, sous-entendu, tu pourrais faire un peu plus. Ou alors, t'as eu quelle note et combien ont eu les autres? Ouais. Ouais. Ou alors, t'as eu une bonne note, ouais, mais te la raconte pas trop. Ouais, ça c'était possible, ça aussi. Ok. Et alors, comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu as senti finalement que dans ta vie, ça t'a conditionné, plus avec le recul et l'expérience que tu as aujourd'hui, de se dire, ben ouais, ça m'a conditionné peut-être à prendre des fois des bonnes décisions, c'était aidant, hein, comme beaucoup de croyances, mais à un moment donné, ça a été limitant et je l'ai senti que c'était dur pour moi, Ah. la barre a été un peu trop haut à certains Moi, moments. ça a plus été la barre un peu haute. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il a fallu que je travaille beaucoup. C'est marrant, là, si je te regarde là physiquement, quand tu as commencé à répondre, tu as croisé les bras direct. Ouais. Non, mais Mais en pas fait, en mode c'était refus, hein, c'était plus en mode ah, allez, il faut que je sois solide là pour en parler. C'est pas pour être solide parce que j'ai un peu les mains. Mais par contre, moi, je suis pas doué. Je suis pas quelqu'un de doué. Tout a toujours été dû à beaucoup de travail. Je suis bosseur. Tu vois. Une phrase que j'aime beaucoup, je pense que je la donne et elle parle à pas mal de monde. Mais le premier à qui elle parle, c'est moi. C'est qu'il y a que dans le dictionnaire que le talent arrive avant le travail. Et ben moi, j'avais 0 talent. Donc, j'ai bossé. Et j'ai bossé beaucoup. Parce que si je bossais pas, j'étais pas dans les 3 premiers. Et puis, j'étais pas premier de la classe. Je crois que j'ai dû être premier de la classe peut-être une fois. Par contre, j'étais dans le top 3. Et après, il a fallu que je bosse. Pourquoi il a fallu que tu bosses? Pour avoir le bac. Et ensuite, en STAPS, j'ai été major de promo 1, 2, 3 ans, je pense. Ça te permettait quoi finalement d'être premier, de faire partie du top 3? Et ben en fait, je pense que c'était une espèce de... À l'époque, c'était déjà devenu un automatisme. Ok, ben il faut que je sois... Il faut que je sois bon. Sinon, on peut pas être à une autre place que 1, 2 ou 3. Mais ça, dans le sport, et notamment moi à l'époque, je pratiquais le rugby avant l'escalade parce que j'ai eu une jonction. En fait, j'étais rugbyman et je me suis déjà pété l'épaule une première fois. Et après, je suis passé sur l'escalade.
Rien à voir, mais passionnant. Il a fallu perdre 15 kilos pour pouvoir passer d'un sport à l'autre, mais c'est autre histoire. Mais en tout cas, par exemple, si je reprends l'exemple du rugby, ce truc d'être le meilleur n'était pas du tout compatible avec un sport co. Parce que dans mon fonctionnement, il fallait que je sois le meilleur comparé aux autres. Donc, Mais dans une équipe, tu peux pas être le meilleur. Non. Tu sais, je jouais premier centre et je peux pas être meilleur que le pilier. On n'a pas les mêmes gabarits, on n'a même pas les mêmes fonctions. C'est une fois que j'ai arrêté le rugby que je me suis rendu compte que ça m'avait soulagé d'arrêter le rugby. Mais- Non, alors que ouais. pourtant, c'est un sport qui me manque encore tous les jours parce que les copains, le contact et tout, machin. Mais ça fonctionnait pas. Du coup, je suis passé sur l'escalade. Et là, il fallait se dépasser soi-même. Et ben là, en fait, d'un seul coup, et en escalade, ce qui fait qu'on progresse, c'est pas qu'on arrive en haut, c'est le nombre de fois où on chute et qu'on est capable de repartir. Notamment lorsqu'on travaille une voie difficile. Moi, je faisais pas beaucoup de blocs. Je faisais plutôt de l'escalade de difficulté, enfin, et plutôt un falaisiste à la base. Je parle de ça d'un temps où il n'y avait pas les salles de... Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À peu près, ouais. Parce que nous, les salles d'escalade, c'était il y a 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que je grimpe. On allait avec nos cordes, on dormait dans la voiture, on dormait au pied des falaises, où les grimpeurs étaient encore des hippies. Et du coup, moi, j'étais plutôt un falaisiste, donc j'essayais des voies dures. Et puis tu essayes, puis tu croises un peu les doigts pour que ça passe du premier coup. Ça, évidemment, ça passe pas du premier coup, et après tu te retrouves à travailler ta voix. Et là, tu travailles ta voix, mais t'as pas de classement à la fin. Et moi, c'était dur, ça, pour moi. Aujourd'hui, je pense que tu accompagnes principalement dans le milieu sportif des sports individuels, du coup. Plus de sports individuels que collectifs. Oui, mais parce que c'est eux qui ont le plus de difficultés. Pas de difficultés, mais ils sont plus en mesure de se dire, tiens, mais il faut que je bosse sur moi, en fait. Ouais. Je peux pas bosser sur le groupe. les autres, donc je bosse sur moi pour progresser, moi, dans la perf. Maintenant, j'interviens quand même auprès de certains athlètes en sport co aussi, mais c'est plutôt du ponctuel. Parce que dans ce que tu me dis, finalement, il y avait quand même quelque chose qui a été ancré en toi et qui vient pas de nulle part. Je dois faire partie des 3 premiers. La valeur finalement que je m'apporte est sine qua non à mon niveau dans le classement, qui a été conditionné potentiellement par rapport à la croyance. Je serai reconnue, peut-être, hein, tu me dis si je me trompe, par rapport à l'éducation que tu as pu avoir, et notamment avec ta mère, qui avait un niveau d'exigence assez élevé, parce qu'elle a eu elle-même de son côté, hein, donc il n'y a même pas de sujet là-dessus, sur son éducation elle-même, et aussi son rôle de mère, à dire je suis une bonne mère si du coup mes enfants réussissent, hein. Ça peut être ça, il y a quelque chose aussi derrière, ça arrive souvent. Et finalement, c'est le conditionnement que tu as eu ton enfance qui a fait que ce que tu as dit, c'est très dur envers toi-même, c'est j'avais pas de talent. Alors que tu avais un talent finalement inné, c'est celui du dépassement. Et finalement, quand t'en parles, il y avait ce côté d'insatisfaction. C'est jamais suffisant. Est-ce que tu penses que c'est propre au fait que, par rapport au fait que t'as dit je dois être fort, c'est des injonctions que t'as reçues dès l'enfance et finalement qui t'ont conditionné en tant qu'homme sur le fait que ma valeur est équivalente à mon niveau de classement, ou comment tu le verrais? Je pense que dans l'éducation, on reçoit tous ces injonctions-là de façon différente et de personnes différentes. Moi, je pense que le classement, au début, c'était un truc il fallait rendre, c'était très matériel, tu sais, c'est le livret. Passe ensuite l'adolescence où tout ça est remis, tu re-questionnes, tu bouscules un peu les codes et tout, et puis c'est plus compliqué. Mais ça veut pas dire que t'as pas admis à la règle qui t'avait été donnée. Par exemple, les fois où j'ai amené les encouragements plutôt que les félicitations, j'étais fier d'arriver avec mes encouragements un peu en défiance, en me disant vas-y, fais. Alors, ça dit quoi? Un peu challengeant, tu vois. Mais en fait, en vrai, j'aurais bien aimé avoir les félicitations. Mais pourquoi t'aurais bien aimé les avoir? Parce qu'en fait, je pense que j'aurais plus été en train de correspondre à ce qui était attendu de moi. Ce qui est paradoxal, parce que autant à ce moment-là, on me demandait plus, au moment des félicitations, tu vois, du lycée, on me demandait plus d'avoir les félicitations pour être bon. Mais c'était moi, je m'étais suffisamment pris la règle. La rapport de répétition, un peu comme par les répétition, sportifs, hein, c'est ça, hein, la que je m'étais répétition. moi-même auto-conditionné à croire que c'était ça qui allait faire mon bonheur. Et est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge que tu as aujourd'hui, on ne dira pas l'âge, est-ce que tu es dur? Est-ce que des fois tu t'estimes dur envers toi-même? Est-ce que tu fais partie des personnes qui peuvent avoir un niveau d'exigence élevé envers eux-mêmes et peut-être même des fois aussi envers les autres, et que te satisfaire peut devenir compliqué? Je mets personne dans les cases, mais Ouais. c'est une voie en tout cas vers laquelle ça peut aller, de se dire c'est jamais suffisant. Alors aujourd'hui, pour être tout à fait sincère, je pense que je m'en fous. Ouais. Et comment t'en es arrivé là? J'en suis arrivé là parce que j'ai développé une oisiveté par rapport à moi-même, monumentale. Ouais. C'est-à-dire que
Je suis bon, je suis pas bon, c'est pas grave. Mais surtout par rapport à quoi on est bon, quoi. Ouais. En fait, aujourd'hui, si on essaye encore de fonctionner sur les drivers de la petite enfance, on continue d'être des petits enfants dans des corps d'adultes. Moi, j'ai décidé d'être un adulte dans un corps d'adulte. Là, tu fais le parallèle avec l'analyse transactionnelle aussi. Oui, par exemple. Moi, j'aime beaucoup l'enfant libre, hein, tu vois, de l'analyse transactionnelle. En tout cas, si je devais avoir une affection particulière, ce serait plutôt pour lui. Moi, je suis l'enfant rebelle. Mais faut se dire qu'en fait, dans le présupposé, puisque tu parles d'analyse transactionnelle, c'est d'être plutôt, en fait, l'adulte étant capable de pouvoir passer de manière consciente et avec discernement dans les l'état enfant. différentes postures. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, on demande, en tout cas moi c'est comme ça, on a l'impression qu'on doit être bon partout, on doit être un bon amant. Un bon amant, ça veut dire attentif, à l'écoute. Il faut savoir parler, mais il faut savoir se taire. Mais il faut savoir montrer ses émotions, mais pas trop parce qu'il faut laisser de la place à l'autre. Il faut être respectueux, mais de temps en temps, il faut être un peu bousculant quand même. Il faut être, en plus pour un mec, il faut être viril, mais tendre. Il faut être de temps en temps Harrison Ford, mais Orlando Bloom. Et puis ensuite, faut être sportif, mais pas trop en faire, parce que quand même, sinon on va Faut se que tu aies dire du qu'il y temps a... pour la famille. Ouais. Il faut avoir du temps pour la famille, il faut avoir du temps pour les amis, il faut prendre du temps pour soi. Bah ouais, mais là, il n'y a plus le temps, tu vois. Du coup, si on réfléchit à toute cette multiplicité de facettes-là, qui est issue d'une problématique, c'est que, tu sais, dans les thérapies des états du moi, Play Therapy, donc qui a été un des élèves de Beck, qui a créé l'analyse transactionnelle, qui a créé ça, la thérapie des états du moi. Ouais. Du coup, il y a le moi réel, il y a le moi contraint. Donc le moi réel, c'est Jonathan. Le moi contraint, c'est Jonathan qui a un planning et qui a des enfants et qui a, je sais pas moi, qui a peut-être mal à la cheville, ou ça c'est le moi contraint. Et il y a le moi idéal, moi qui court un marathon, puis le lendemain qui est pas de courbature, puis qui signe des gros contrats et qui gagne bien sa vie, et ça c'est le moi idéal. Et aujourd'hui on est passé on a confondu le moi idéal, qui doit être une espèce de fantasme, à l'idéal du moi, qui est une espèce de fantasme sociétal, partagé. Qu'est-ce que va penser la société de moi? C'est le poids du regard social qu'on s'impose tous. Mais c'est jusqu'à notre podcast, j'avais plutôt tendance à penser que c'était encore pire pour les femmes. Moi, une bonne partie des gens avec lesquels je travaille sont plutôt des femmes. Alors que moi, ce sont des hommes. Faisons rencontrer Les personnes nos de nos clients. On entourages. pourrait animer un stage pour les hommes et pour les femmes. C'est ça. Parce que c'est vrai que les femmes, il faut être une bonne bosseuse, il faut être... Une bonne maman, c'est pas facile. T'as fini ton postpartum, il faut que tu retournes au travail, il faut C'est que tu chaud. sois impeccable. Mais par contre, quand tu rentres à la maison, il faut que Tu fasses à sois nickel. manger, Et puis ensuite, ou des choses comme ça. il faut que tu aimes ton mec et que tu aies envie qu'il te touche. Mais en même temps, il faut que toi, tu te respectes. C'est pas facile d'être une femme, et je le dis tous les jours. Même physiologiquement, on a des contraintes que les hommes n'ont pas. C'est encore Bien autre sûr. chose. Mais ça ne veut pas dire Sûr. pour autant que les hommes n'ont pas non plus des problèmes. C'est-à-dire que pour être une femme, je suis tout à fait consciente que on a plein de soucis, et que des fois je me dis, j'aurais aimé être née dans le corps d'un homme, ne serait-ce que pour la partie physiologique, des fois de me dire les hormones, la ménopause ou des choses comme ça qui font que c'est difficile d'être une femme. Mais ça n'empêche que les hommes, il y a quand même un poids qui est mal connu de la société, ou du moins qui a été complètement étouffé, de par la surmédiatisation de la femme, notamment ces dernières années par rapport à l'émancipation de la femme, qui était nécessaire, et c'est même pas un sujet. Mais par contre, ça a été quand même au détriment de l'homme, et finalement que l'homme, il a le droit aussi de pas être bien. Donc justement, tu allais y venir là-dessus, sur ton regard sur ça. Il y a une bonne partie des malheurs de l'homme qui existe parce qu'il n'est pas capable de s'en affranchir, et il n'est pas capable d'en parler à la femme, ou en tout cas de l'assumer. Si je reviens tout à l'heure sur ma réponse, où je te disais, moi aujourd'hui, moi je pense que je m'en fous, c'est que moi ça va, l'idée d'être médiocre. J'ai pas de problème avec être un humain moyen. Aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a encore quelques années, moi, c'était pas le cas. Je veux pas être un humain super. Je veux être un humain moyen longtemps. Moyen, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des trucs que je réussis très bien, il y a des trucs que je réussis pas du tout. Et t'es en paix avec ça. Plus j'avance, plus je sais précisément où je suis pas bon. Et je vais pas m'inventer à être bon. Mais t'as qu'à apprendre. Non. Est-ce qu'être un bon papa, c'est compliqué? Est-ce que finalement, parmi tous les rôles que tu as aujourd'hui, quel est le rôle que tu penses le plus complexe? Alors, ils sont tous difficiles, mais est-ce qu'il y en a un en particulier où tu dis, ouais, là, je pêche, et c'est vrai que des fois, j'ai besoin d'aide? Premier enfant, j'essaie d'être un bon papa. Un bon. Et finalement, c'est quoi? Le meilleur des papas. Le meilleur.
Par exemple, tu as plein de convictions. Que des jouets en bois, que de la nourriture bio. Puis après, tu te confrontes à la vie, quoi. Et du coup, toutes tes certitudes volent en éclats. Là, avec le deuxième enfant, je suis beaucoup plus tolérant envers moi-même, tu vois, avec moins d'idées reçues. T'as moins peur du regard social? Alors, j'allais te dire oui. En fait, non. Mais parce que si on parle de ça, tu vois, en tant que papa, je suis papa d'un petit garçon et je suis aussi papa d'une petite fille. Et du coup, ça change. En tout cas, je vois chez moi, en tout cas, je vois chez les autres plutôt, qui me disent ah bah maintenant, t'as une petite fille, c'est la fille à papa, et papa, il va être gaga de sa petite fille. Et du coup, j'entends déjà ça. Mais qu'est-ce que ça présuppose? Moi, j'ai déjà un petit mec. Et mon petit mec, il entend ça. Papa, il va être gaga de sa petite fille. Et moi, je reprends tout le monde en disant papa est déjà gaga de son petit gars. Hein. Moi, mon mec, c'est l'homme de ma vie. Hein. Clairement. Donc. Je sens que c'est important. Vraiment, hein, physiologiquement, là, je l'ai senti. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est quelque chose d'hyper important. J'ai senti énergétiquement, là, quand tu l'as dit, que c'était vraiment quelque chose de puissant. L'homme de ma vie. J'ai un homme dans ma vie, j'ai une chance inouïe, c'est mon gars. Et ben, j'ai pas envie que lui, il entende ton papa va être fan de ta petite sœur. Tu vois. Non, mais moi, je suis fan des deux, là. C'est là où je te dis, effectivement, il y a des injonctions et des fois, elles vont pas venir de toi. Venir de moi, elles vont peut-être venir de la société. Ou de l'environnement autour de ton cercle proche, quoi. Cercle proche. À moi, après, de contrebalancer ça. Et donc, moi, mon job, effectivement, sur le job le plus difficile, être un bon père, j'y arriverai jamais. Déjà, être un père, ça va être bien. Avec ce que moi, je veux dire par là. Tu vois, à la maison, être un bon père, c'est quoi? C'est aider, c'est faire les courses. Pour moi, c'est pas être un bon père, hein, c'est être un père, ça. Il n'y a pas de débat. C'est les gens me disent t'es un bon père, tu te balades avec la poussette. Mais c'est pas être un bon père, c'est être un père. En fait, les gens reprochent au système de faire des amalgames et de stéréotyper même les rôles. Alors qu'en réalité, faire les choses que font une femme, c'est tout à fait normal. Mais fut un temps, vu que la femme ne travaillait pas c'est encore vachement ancré en fait dans la société. Bien sûr, c'est hyper ancré. Ouais. On était pour notre petite fille chez une thérapeute le samedi, et c'est moi qui rentre avec notre petite fille qui s'appelle Jude. Et du coup, je la pose, et puis elle fait ses checks et tout, et puis c'est moi qui tiens Jude dans les bras. Et à un moment, elle dit, j'ai jamais vu un père autant investi. Et sa phrase est pas bonne. C'est investi et père ne doivent pas être deux choses dissociées. Oui, non, mais c'est être un père, quoi. Point. Ouais. Fini. Donc être un père, avant d'être un bon père, être un père, ouais, c'est un challenge. C'est un challenge. Parce que ça soulève plein de questions, parce que moi, je me fais des feedbacks tous les soirs, enfin presque, en me disant, ok, donc là, je l'ai repris là-dessus. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que ma jauge était d'agacement? Est-ce que c'était vraiment pertinent, tu vois? Qu'est-ce qu'il va apprendre de ma réaction à moi lorsque, je sais pas, je me suis fait arrêter par la police parce que j'avais pas le casque? Par mimétisme, qu'est-ce qu'il a pu regarder? Qu'est-ce qu'il a appris? Enfin, bref, ça me travaille. Ça me travaille. Et d'autant plus qu'en fait, je pense que, tu sais, dans les définitions de l'amour chez les Grecs, il y a 3 mots qui sont utilisés. Il y a Eros chez Platon, et l'Eros, c'est la passion. Tu vois, c'est le Eros. Ce qui fait que Platon dit que l'amour passionnel, Eros, complètement destructeur. Est-ce que Nietzsche va dans son sens en disant, effectivement, j'ai la passion, et donc du coup, Nietzsche dit, mais ce qui me passionne me manque, donc dès que je l'ai pas, j'en souffre, et dès que je l'ai, vu que ma passion, je l'ai, l'objet de ma passion m'ennuie. Et du coup, l'homme aussi entre ennui et souffrance. Pas ouf, Nietzsche. Autre mot, c'est Aristote qui arrive et qui dit, il y a l'amour philia. L'amour philia, c'est l'amour où la personne est là et tu es heureuse, tu vois, tu es en amour juste du fait que la personne soit là. C'est-à-dire que quelqu'un peut habiter au Canada et t'es proche d'elle, tu vois, c'est une amie, et t'y penses, tu l'aimes, t'y penses pas, tu l'aimes toujours, en gros. Et il y a moins ce truc, cette charge de Platon. Il y a une autre forme d'amour, c'est agapé. C'est l'autre mot, agapé. Et agapé, qu'on traduirait du latin assez mal en français, ça donnerait une espèce de... Comment on va le traduire, celui-là? C'est l'amour du don de soi. C'est une forme d'amour, pas religieux, mais
qui est assez présent dans les religions, c'est je te donne et tu me diras jamais merci, mais c'est de l'amour. Tu vois. En gros, C'est inconditionnel. c'est l'amour inconditionnel. Voilà, Mhm. c'est ça. Et du coup, c'est cet amour-là, il est vachement bien. Et très difficile, mais il est vachement bien. Parce que tu n'as jamais aucun enfant qui va, 20 ans plus tard, faire un check à sa mère en disant quand même, franchement. Mais surtout, tu sais, genre, même plus futile que ça, genre, hey, merci pour le bib, si mère. À 2h du mat, c'était bien. Ouais, mais c'est pas l'amour en fait qu'on apporte à un enfant. J'en discutais avec ma belle-sœur. Elle me dit mais moi je fais pas des enfants pour qu'ils me rendent mon amour. Moi j'ai décidé de faire un enfant et de l'aimer. Il y a pas c'est un amour inconditionnel, tu vois. Ouais, c'est agapé. Mais c'est ça l'amour finalement Ouais. parce qu'à partir du moment où je donne, c'est comme si je dis à quelqu'un je t'aime Mm. et que il ne me le dit pas en retour. Finalement il y avait une condition à mon je t'aime, c'était de rassurer à travers son je t'aime aussi. Ah, bah, du coup, on est plutôt chez Platon. Et du coup, Nietzsche nous dit, bah, si tu me dis pas si tu me dis je t'aime et tu me dis pas moi aussi, Mhm. à ce moment-là, ou je souffre, Oui, ou je m'ennuie. Mais à ce moment-là, on est chez Platon. ouais, c'est ça. Et effectivement. Alors qu'en réalité, un je t'aime devrait être un je t'aime inconditionnel et j'attends rien en retour. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Mais en tout cas, moi, c'est ça que je découvre à travers le fait d'être papa. Et t'as pas peur justement de toutes les injonctions que tu as pu avoir dans ton enfance, de les reproduire aujourd'hui, notamment avec l'exigence de la réussite? Ouais, bien sûr. Moi, Parce j'ai... que tu as travaillé sur toi, donc aujourd'hui tu es en capacité de le voir. Ouais, mais là, on est à Paris, il y a des monuments qui sont là depuis très longtemps et on continue de faire des ravalements de façade, donc le travail n'est jamais fini. Ça, on est d'accord. Moi, j'ai plein de peurs. J'ai peur de reproduire effectivement ce que j'ai connu, mais ça, je pense que c'est pas les plus compliqués à déjouer. Non, moi, la peur principale, c'est que comme j'étudie le mental, le cerveau, la construction, le développement des biais psychologiques, je connais quelques trucs. Heureusement que j'en connais pas plus d'ailleurs. Ça me rend encore plus alerte. Comme quoi? Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a une étude qui a été proposée par Carol Dweck, qui est une psychologue américaine, docteur en psychologie, encore vivante, et qui a fait une étude sur les enfants et sur leur dimension à 5 ans d'être branchés plutôt sur la réussite ou plutôt sur le travail. On a pris des enfants et on leur a fait faire un puzzle. Tu leur donnes un puzzle et puis ils le réussissent. Et tu demandes à certains enfants, voulez-vous refaire le même que vous venez de réussir ou voulez-vous en faire un plus difficile? Certains vont dire, moi je veux faire plus difficile. Et d'autres vont dire, non, je refais le même parce que je l'ai réussi. Et cette étude, elle est intéressante parce elle est dans le temps. Et donc, on reprend les mêmes enfants 10 ans plus tard, puis on voit qu'en fait, tous les gamins qui étaient plutôt tendance, je reste sur mes acquis, sur mon pulse, que j'ai réussi, puis j'y reste, ils sont devenus bons dans un truc. Et ils en sont pas beaucoup sortis, tu vois. Genre, c'est le bon en maths, qui fait spé maths, tu vois, il reste dans... Alors que les autres, 10 ans plus tard, ils ont été bons dans plein de trucs, puis ils se sont pas arrêtés là, puis ils sont passés à d'autres, tu vois. C'est genre, j'étais bon en piano, puis je suis passé en clarinette, puis je suis passé bon, puis je suis devenu bon aussi, puis comme j'étais bon avec une balle, je passais au handball, puis ça a bien marché, puis en fait... Bref, et en fait, ils ont été beaucoup plus curieux, beaucoup plus ouverts. Voyant ça, moi, sachant ça, je sais qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir cette tendance, en tout cas, si on veut avoir des enfants qui ont envie d'apprendre, il ne faut pas qu'ils fassent des trucs difficiles, enfin, il ne faut pas qu'ils aient peur de faire des trucs difficiles. Et il ne faut surtout pas, en fait, valoriser la réussite, mais plutôt l'initiative. L'apprentissage. L'apprentissage, la curiosité, la nouveauté, ça, oui. Bah, voyant ça, moi, en tant que papa, quand je regarde mon fils et qu'il fait 3 fois le même puzzle, je me dis, oh non. Non, mais vas-y, mais fais un puzzle que tu vas pas réussir, mais fais-le quand même juste pour le fun, tu vois. Je me dis, ah non, là, il va falloir bosser un peu ça. Et après, je fais, attends, John, il n'y a rien à bosser. Laisse-le faire. Il fait sa vie. T'es juste là, t'es comme un cadre, puis dedans, il fait ce qu'il veut, quoi. Il fait son propre apprentissage. Ouais. Alors, il fait son propre apprentissage. Il fait pas ce qu'il veut, mais il fait son propre apprentissage. Parce que ça aussi, dans l'éducation, il y a ce truc de... Il y a eu un truc très parent positif, Ouais. les enfants qui font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on en revient, fort heureusement aussi. Ouais, mais bon, après, moi je pars du principe que c'est ma vision des choses. Ouais, à partir du moment où on part dans des extrêmes, l'extrême n'est jamais bon. Oui, ouais. Ça, j'en suis convaincu. Bah, surtout que, en fait, les extrêmes, normalement, un enfant va y aller par sa crise d'ado. C'est ça? Ouais. Mais si nous, on est dans un extrême, il aura du mal à aller. Il va aller dans l'extrême
opposé pendant sa crise d'ado. Mais voilà, tu vois, je bosse avec des sportifs de haut niveau, je vois un peu les grandes tendances, tu vois, c'est les athlètes de haut niveau. Tu vois une différence entre les hommes et les femmes chez les athlètes de haut niveau ou pas, dans les peurs qu'ils peuvent avoir ou dans la façon de l'exigence envers eux-mêmes ou pas du tout, hein? Il y a une différence, c'est qu'ils comptent pas le temps pareil, puisque chez certaines femmes, il y a ce désir de passer à autre chose et de devenir, par exemple, maman. Oui, parce qu'il y a une pause obligatoire vu qu'on porte nous-mêmes l'enfant, C'est ça. alors que l'homme ne l'a pas. Ouais. Ouais. Mais après, non, dans l'exigence, il y a des différences, tu vois, clairement. Hein. Aujourd'hui, c'était quel chercheur qui disait ça? Il me manque le nom. À 18 ans, la différence d'âge en termes de maturité chez les hommes et chez les femmes était de 2 à 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, une jeune femme de 18 ans a déjà, quelque part, la maturité de 21. Alors qu'un jeune homme de 18 ans, bah, il est un peu encore à 16. Bon, ça se voit, hein. Et encore, c'est des généralités, il faut mesurer, ça dépend du contexte, ça dépend On va de tout dire le monde et tout. voilà, mais on va dire majorité en tout cas, sans mettre Ouais. dans les cases, on peut se retrouver. Majorité, tu te retrouves, il y en a qui sont encore en mode PlayStation et tout, alors qu'il y a des athlètes féminines qui sont sur, bah, moi je vais faire ça, à côté je fais kiné, puis ensuite dans 10 ans j'ai fait ça, puis tac, j'ai acheté un appart, oui j'ai pris la médaille, mais à côté dans 10 ans je suis kiné, puis je suis maman, quoi. Il y a un plan, quoi. Est-ce que tu as l'impression, dans ton rôle de père, dans ton rôle aussi de chef d'entreprise, tu arrives à te retrouver en tant qu'homme derrière tout ça? Est-ce que tu saurais dire aujourd'hui qui est Jonathan? Est-ce que tu te poses la question à un moment donné? Oui, puis en plus je pense qu'on se rend compte dans un moment où je me pose cette question-là un peu plus, parce que deuxième enfant, peu de chance d'en avoir un troisième, tu vois, pas du tout dans les projets. Ce que je fais n'est pas moi, c'est une toute petite partie de moi. Genre, je fais un post sur les réseaux demain, les gens vont dire, peut-être que la tendance, ça serait de dire, oh, ce qu'il est ou ce qu'il fait, ce n'est qu'une toute petite partie, c'est rien, tu vois. C'est pas moi. C'est le moi qui a posté, tu vois, un post sur le réseau. Quand tu es dans la théorie départ, sur Ouais, voilà. c'est un travail qu'on fait avec certaines personnes. Mais au-delà de ça, c'est plus ma spiritualité perso, tu vois. Tu me coupes mes cheveux, demain j'ai plus de cheveux, Jonathan, il existe encore. Demain je me coupe ce doigt, tu vois. J'existe encore. C'est-à-dire que moi je suis pas mon corps, Ok. je suis pas mes actions, je suis même pas ma pensée. C'est-à-dire qu'il y a souvent, un des problèmes, c'est qu'on vient s'identifier à ce qu'on fait, ce qu'on est comme corps et ce qu'on pense. Alors qu'on n'est pas capable de se dire quelle va être notre pensée dans 5 minutes. Et si je m'identifie à ma pensée, alors que je ne sais pas quelle pensée je vais avoir dans 5 minutes, ben j'ai un problème. Parce que si j'ai des mauvaises pensées, je vais me dire que je suis une mauvaise personne. Mais ma pensée, elle pense la plupart du temps toute seule. Ça a été mesuré alors sur une étude qui est vraiment en fait pas bonne et que j'avais citée dans mon premier livre, puis je m'en excuse dans mon deuxième en disant les sources ont un peu évolué. Je sais, mais il y a cette étude du docteur Amen qui disait qu'il y a 80 000 pensées par jour et qu'en fait il y en a que 1000 qu'on choisit réellement, donc 79 000 pensées pensent par elles-mêmes. Ce qui est vrai par contre, c'est que 85% des pensées qu'on a eues hier, on les a aujourd'hui. Si par exemple je m'identifie à ma pensée, bien des personnes se disent il faut que j'ai des pensées positives pour être une bonne personne, ou en tout cas ça va m'aider à devenir une bonne personne. D'autres vont dire j'ai des pensées négatives, j'ai des pensées noires, je suis quelqu'un de défaitiste, j'aimerais être comme cette personne-là qui pense toujours positif. En fait, c'est s'identifier à la pensée. Quand on est en train de faire ça, on fait une erreur. Parce que notre pensée a tendance à penser par elle-même. Okay, on n'est pas maître de nos pensées déjà, parce qu'elles sont vachement influençables par ce qu'on voit, par notre entourage, comme on l'a évoqué au début de ce podcast, et aussi parce que notre pensée ressasse, elle tourne en boucle, et c'est difficile d'avoir des pensées complètement nouvelles. Et c'est aussi très difficile de savoir quelle pensée on va avoir dans 5 minutes, ou dans une demi-heure, ou dans 2 jours. On ne sait pas. Ce que j'évoquais sur mon premier livre, c'est que je disais que voilà, il y avait 80 000 pensées par jour, et que je citais le docteur Amen, et en fait, cette étude-là est pas valable. C'était une étude qu'il avait sortie en 2012, c'est un gros raccourci en fait. Aujourd'hui, on ne sait pas mesurer encore efficacement le nombre de pensées qu'a un humain par jour. Oui, on donne ces stats-là pour donner... En fait, il avait mesuré les impulsions électriques, sauf que des fois, il y a certaines pensées qui... Enfin, on ne peut pas toutes les mesurer. Donc... On aurait 80 000 pensées par jour, mais rien n'est affirmé là-dessus. En gros, on est en train de dire qu'il y en a beaucoup. Et que sur les beaucoup, on n'en contrôle aucune. Très peu, en tout cas. Et qu'on peut les conditionner par la répétition, par tu vois, les gens qui vont se lever le matin et qui vont dire... affirmation positive dont on parle, tu sais, à dire oui, je suis bien, je suis heureux. Par la répétition, ça me permet déjà... En fait, c'est une genre
de visualisation, moi que je fais. Moi, je fais pas ces phrases Ouais, le c'est matin, la méthode Coué, ouais. mais je fais une visualisation le matin et je me conditionne à me dire ma journée sera comme ça et bien évidemment qu'il y aura sûrement des choses qui vont faire que ça ne se passe pas comme je veux, mais j'ai conscience de ça et le fait de le conscientiser, ça me permet de l'accepter. J'aime beaucoup la deuxième partie de ce que tu fais parce que, par exemple, dans la méthode Coué, ce truc de je vais bien, tout va bien aller, je m'aime et tout, il manque la partie et si je m'aime pas, ben, ça va quand même. Ouais. Parce qu'en fait, dans la pensée positive, aujourd'hui, si on... Il y a une forme de culpabilisation qui peut se créer il y a derrière. une culpabilité. C'est-à-dire, pensée positive, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, je suis un bon papa, je suis un bon papa. Naturellement, en fait, parce que cette pensée-là est basée par l'espoir, et comme nous dit Montaigne, l'espoir ne peut pas exister sans la crainte, naturellement, quand je pense cette phrase-là, je suis un bon papa, elle est motivée en arrière-plan par la crainte. Du coup, La peur. elle fait exister, je peux être un mauvais papa. Donc, les pensées positives, genre je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, derrière, dans le back-office de notre mental, ça fait, je me dis ça parce que peut-être que je peux être le pire aussi. Donc, la pensée positive crée vraiment cette espèce de décalage hyper manichéen entre le bien et le mal, alors qu'en fait, moi, ce que j'aime bien avoir, c'est une pensée plutôt complète. C'est, je suis quelqu'un de bien, puis des fois pas, puis ça va. Ma journée, elle va être super bien, et puis si elle l'est pas, le soir, elle sera derrière moi. Une pensée qui est ni positive, ni négative, mais plutôt Une pensée. ce L'acceptation. que j'appelle une pensée large, quoi. Si tu voulais, le jour où tu seras plus là, tu aimerais qu'on dise quoi de toi? Rien. Qu'on se souvienne quoi? De quoi? De rien. De rien? De moi, Ouais. rien. Je suis pas intéressé avec le fait que, tu sais, la mémoire. Le truc de, on se rappelle de lui parce qu'il a fait telle chose, ou qu'est-ce qui était drôle, ou qu'est-ce qui était... Moi, mon job, c'est d'essayer de traverser la vie en faisant le moins de malheur possible. Ça aussi, c'est Montaigne qui dit, tu sais, une vie heureuse ou une vie réussie. Aujourd'hui, puisqu'il y a plein de questions sur la réussite de la vie, qu'est-ce que c'est? Montaigne, il t'aurait bâclé ça en 2 secondes, parce qu'il dit, mais une vie réussie n'est pas... La seule façon de réussir sa vie, c'est de la traverser. Et en étant dans le plus possible dans le bonheur. Et Montaigne, alors c'est difficile à lire Montaigne, hein, c'est vieux français et tout, donc faut se le coltiner. C'est André Comte-Sponville, il a bien éclairci et remis au goût du jour Montaigne tout en le respectant, André Comte-Sponville. Ouais. Et en fait, la vision du bonheur chez Montaigne, c'est l'absence de malheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bonheur n'est pas, il ne faut pas confondre le bonheur et la béatitude. C'est le bonheur, c'est l'absence de malheur. Il faut avoir été malheureux pour pouvoir savoir ce que c'est que le malheur et pour pouvoir juger aujourd'hui que comme je n'ai pas de malheur, alors je suis heureux. Donc, il faut essayer d'avoir le moins de malheur possible chez les autres et le moins de malheur possible chez soi pour pouvoir se dire quand finalement, je vis le bonheur. Et puis, que la vie, elle sera réussie au moment où elle sera traversée et pas avant. Alors, c'est pas très vendeur au niveau marketing. C'est-à-dire que moi-même, si j'ai envie de réussir ma vie, j'ai pas besoin d'un truc dans 5 ans, tu vois, d'une grosse baraque ou un truc comme ça. D'ailleurs, la plupart des gens, les athlètes, quand ils réussissent, ils ont l'impression qu'ils vont réussir leur vie s'ils obtiennent la médaille d'or. Généralement, ils font une dépression derrière. Ah oui, parce qu'en fait, leur objectif a été atteint et derrière, je fais quoi? Ouais, mais surtout parce qu'ils ont confondu 2 choses. La réussite de la vie, qui est bien plus grande que juste monter une boîte, juste faire des enfants, juste faire tout ça. La vie, c'est un parcours. Et ils se sont mis une deadline comme si au plein milieu, alors que le parcours n'est pas fini. Donc ça, c'est un problème. C'est comme si leur fin de vie arrivait à la réussite de leur l'accès à la médaille, en fait. Ouais, c'est ça. Si je me dis, par exemple, il faut que j'ai fait, je sais pas, 300 000 cas pour réussir ma vie. Au moment où j'ai réussi mes 300 000 cas, et après, mon cerveau, il s'est dit, la vie est réussie, donc la vie est finie. Donc c'est la mort. C'est ce qu'on nous conditionne aussi petit, ta génération et la mienne, sur le fait que nos parents nous ont transmis le fait que réussir dans la vie, c'était avoir une famille et bien gagner sa vie. Ah oui. Et il y a le chien et la voiture. Le chien et la voiture, comme dans les pubs. Merci les médias. Et tu te retrouves finalement à super bien gagner ta vie, en tout cas pour toi, ce qui était super bien, avoir ta vie de famille et finalement pas être heureux et tu sais pas pourquoi parce que on t'a dit que c'était ça et j'ai atteint, ça y est, l'objectif que je m'étais fixé. Donc il y a le côté challenge, le circuit de la récompense, tu sais, dopaminergique, de me dire ça y est, je l'atteins, je l'ai réussi. Et derrière, comme les clopes, tu sais, encore autre chose la clope. Mais le circuit de la récompense, je me dis j'ai réussi, ça y est, et après.
Bien sûr. Mais parce qu'en fait, ça, ce n'est pas réussir, c'est être dans un moment de béatitude. C'est je vis un moment de béatitude, mais ce n'est pas la réussite. Physiologiquement, tu pourrais l'expliquer, ce qui Ah se oui, bien passe? sûr. La dopamine, c'est ce truc qui va nous donner cette sensation d'être arrivé quelque part, mais c'est à court terme. La sérotonine est à long terme. Donc, par exemple, j'ai réussi, je prends mon shoot de dopamine, mais en fait, 48 heures plus tard, il y a plus rien. La joie va plutôt se baser sur le plus long terme, et ça va être la sérotonine. Autrement dit, par exemple, quand je prends l'exemple des régimes. Quelqu'un commence un régime. S'il perd tout de suite, il va prendre un shoot de dopamine et puis après, généralement, il va se dire waouh, ça marche super, Donc ça va le motiver. ça va le motiver. Mais dès qu'il va commencer à arriver à un plateau, il aura plus son shoot de dopamine s'il ne s'est pas programmé, il ne s'est pas projeté sur ce que ça allait lui apporter, juste que de perdre 5 kilos, mais ce que ça va lui apporter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 ans, dans sa manière de vivre, dans sa manière de se comporter, dans sa manière de bouger, de prendre sur ses épaules ses petits-enfants, par exemple, et ainsi de suite. S'il n'y a pas, en gros, un câblage sérotoninaire, il lâchera l'affaire très tôt, parce que son cerveau va faire il va shut down. Ouais. Mais maintenant, le souci, c'est qu'on est quand même très porté sur la dopamine, qui rend quand même addict. C'est-à-dire que les adeptes de la dopamine, on les retrouve dans les addictos. Les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, c'est 35%. Le CIO a fait des études et il y a 35% des athlètes qui ont des problèmes d'addictologie, et en fait, grave. Et une fois qu'ils ont arrêté, on en retrouve encore 25% qui ont des conduites addictives, quoi. Donc, pourquoi ? C'est pour continuer à avoir ce shoot dopaminergique dopaminergique. Qui arrive notamment, on parle du sport et qui vont être à fond dans le sport, mais certains qui sont contraints d'arrêter le sport, du coup, vont essayer de rechercher ce shoot dopaminergique après de différentes façons, à travers d'autres addictions. Ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être des drogues, ça peut être les jeux, ça peut être différentes choses. Ouais. Parce qu'il y a une forme d'addiction aussi au sport. À partir du moment où dans l'extrême, en fait, on recherche en fait ce shoot physiologique. Quoi. Shoot physiologique, du plaisir immédiat. Du plaisir immédiat. Et un like fait ça. Oui, avec les réseaux sociaux aussi. Ouais, ton petit shoot dopaminergique. mais effectivement. Le jour où t'en as pas assez, ça te fait mal, donc du coup tu vas chercher après derrière, et puis finalement, d'où l'accompagnement nécessaire finalement, de pouvoir cette prise de recul, de se dire que la réussite, la reconfiguration de la réussite, et de la remettre à une place qui est beaucoup plus saine. Et du coup, la réussite de sa vie, ça se construit dans le temps. Se déconstruit aussi par rapport à nos croyances sur qu'est-ce que réussir, et finalement les croyances qu'on peut avoir depuis l'enfance et qui nous ont conditionnés aujourd'hui. Et là, il y a un travail d'accompagnement à voir derrière. Dernière question, si on est dans un podcast plus orienté par rapport à l'homme, donc ton rapport de père sur ton petit garçon, si tu avais quelque chose à lui transmettre, un message, ça serait quoi en tant qu'homme sur la vie? Qu'il est bien comme il est. Quand il pleure, il est bien comme il est. Quand il se met en colère, il est bien comme il est. Quand il réussit un truc, il est bien. Quand il le rate, il est bien aussi. C'est vraiment... moi j'ai un peu de mal à lancer ça, mais je lance un podcast qui s'appelle... je travaille sur un podcast qui s'appelle Héros minuscules. Et je pense qu'on est tous des héros minuscules. Et que mon petit homme, là, voilà, c'est un héros minuscule. Ça va. On n'a pas besoin d'être des héros balèzes, mais il est bien comme il est. Ça va. Voilà. Et qu'il essaye un maximum de choses et qu'il fasse son chemin à sa sauce. Mais voilà. Mais avant tout, qu'il est bien... Tu sais, en hypnose, on utilise une technique des fois qui s'appelle la régression. Oui, j'utilise aussi. J'ai fait un TEDx là-dessus où j'en raconte une, mais globalement, les régressions en hypnose, c'est quand on va travailler directement au niveau de l'estime. Et c'est super technique et c'est super touchant et c'est très beau. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Du coup, je sais pas, j'en suis à des milliers et des milliers de séances. De régression ? De régression. Enfin, tu vois, c'est assez fréquent quand même que ça vienne être nécessaire de faire ça. Globalement, les gens reviennent sous hypnose dans leur passé. Alors, ou parce qu'en redevenant plus jeunes eux-mêmes, ou alors c'est celui d'aujourd'hui qui va rencontrer celui d'avant. Globalement, les gens, ils se disent quoi ? T'es bien comme t'es. Tout à chaque fois. Non, mais je te confirme. En fait, tu sais, pour moi, il y a une scène de cinéma qui est absolument fabuleuse dans Will Hunting avec Robbie Williams, pour lequel j'ai un amour absolu, où il dit à Matt Damon, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Et il lui dit 42 fois. C'est pas ta faute. Et Matt Damon, dans son personnage de Will Hunting, explose, puis pleure, puis il faut attendre toute la fin du film pour que ça arrive. Mais en fait, voilà, généralement, les gens sous hypnose, ils vont se dire, hey, c'est pas ta faute. Je t'aime comme ça. T'es bien. Et puis, c'est comme ça qu'ils se réparent. Du coup, si on peut éviter de se réparer plus tard
en se disant déjà, c'est cool, et ben peut-être qu'on gagnerait du temps. Et moi, plus je suis inutile, mieux je me porte. J'adore quand les gens n'ont plus besoin de moi. Je rêve d'un monde où les gens n'ont plus jamais besoin de thérapie, de moi, parce qu'en fait, ça va. Plus je suis inutile et mieux je me porte. Ah ouais. Ouais, j'adore. Donc voilà, je lui dirais ça. C'est bien. Après, je sais qu'il y aura des gens qui vont lui dire, qui vont lui faire croire qu'il est pas assez bien, qu'il est pas machin et tout. Parce qu'il y a plein de gens qui vont essayer de lui faire croire que C'est leur propre peur, ça. qu'il est pas à la hauteur, qu'il est pas machin. Mais si moi, mon job, c'est de lui faire rentrer dans la tête fort et dans le cœur, tu peux progresser quand même. Tu peux avoir envie de progresser dans certaines choses. Attention, faut pas dénaturer mon propos. C'est-à-dire que dire à quelqu'un qui est obèse, t'es bien comme t'es, c'était bien comme t'es en tant que personne, avec tes failles, avec tes... Maintenant, tu te plais pas, tu peux faire des choses, mais en tant qu'humain, t'es vachement bien, tu vois. Tous les humains, vachement bien. Super, merci. C'était top, très intéressant. Ah, merci beaucoup. Hâte d'écouter ton futur podcast. Ouais, si j'arrive à le lancer, ouais. Bon, t'inquiète, je vais t'en présenter quelqu'un. Merci Jonathan, c'était super. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du Mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Le mal du siècle.